Aujourd'hui, c'est une halte dans le Tarn que nous vous proposons. Situé au sud-ouest de la France, c'est dans ce département, au pied du mont Sidobre et de ses rochers impressionnants, qu'est née entre autres la première chanson d'amour. C'était au XIIe siècle plus précisément. C'est à Burlatz, en 1165, qu'Adélaïs, l'épouse de Trincavel, notre seigneur, va créer ici la première cour d'amour. En fait, elle est très belle, elle a des yeux de violette, et un troubadour, Arnaud de Mareuil, tombera fou amoureux d'elle. Et comme il ne peut pas le lui dire, il a donc décidé de le lui chanter. Et donc il créera en 1165 la première chanson d'amour, le salut d'amour ou l'amour courtois. C'est également dans cette région que l'on retrouve quelques-uns des plus beaux villages de France. Un patrimoine architectural riche et préservé, comme ici à Sorèze. Sorèze, un nom qui résonne aujourd'hui encore comme un synonyme d'excellence. C'est en effet ici, dans ce bâtiment prestigieux, que depuis 1682, des générations entières d'écoliers venus de toute l'Europe ont pu recevoir un enseignement quelque peu avant-gardiste. On va proposer aux enfants, selon leur qualité intellectuelle et leur goût pour leur carrière future, plus de 16 matières enseignées déjà à l'école. Matières, donc on va compter des langues vivantes, bien évidemment, anglais, espagnol, italien, allemand, de l'astronomie, des sciences, des mathématiques. Et on va déjà trouver dans l'école la devise qui est Religionis Scientis Artibus Armis, donc la religion, les sciences, les arts et les armes, qui restera la devise de l'école jusqu'en 1991. Fermée depuis 1991, l'école est aujourd'hui un musée mais aussi un pôle culturel d'importance pour la région. En remontant vers le nord, sur les rives de l'Agout, nous arrivons ensuite à Castres. Alors que l'horloge du clocher sonne les 12 coups de midi, Jean-Pierre Carme, lui, s'installe au sommet de la tour pour nous faire partager depuis 40 ans une passion que l'on croyait réservée aux régions du Nord. Dans le Midi, le carillon a fait son apparition au milieu du 19e siècle et celui de Castres, a été installé en 1847, ce qui en fait un des plus anciens du Midi. Mais dans le Midi toulousain, ici, il y a une multitude de petits carillons qui sont dus à un fondeur local, un fondeur de Toulouse, Louison. Est-ce qu'il y a une tradition musicale également pour le carillon dans le sud ? Oui, maintenant il y a une tradition, puisque depuis plus de 130 ans, 140 ans même que ce carillon existe, il s'est formé une tradition dont la plus significative est le nadalet. Le nadalet qui consiste en des sonneries de cloches et des concerts que l'on donne au moment de Noël. Mais le Tarn ne serait pas le Tarn sans la diversité de ses traditions culinaires. Un exemple chez les Démiers, biscuitiers depuis 5 générations. Dans cet atelier situé non loin de Castres, on fabrique toujours les janots et les échaudés de manière traditionnelle et artisanale, cuits 2 fois, d'où le terme biscuit. C'est un biscuit où l'époque ils avaient ramené des épices. Ici, ça s'est trouvé sur Cordes, aux environs de Cordes. Ils avaient ramené des épices, ils les ont mélangées à de la pâte à pain, qui après ils ont cuit à l'eau et au four. Voilà, c'est bon, tout ça arrivé. Alors ici, c'est resté parce que les mineurs l'utilisaient au fond de la mine pour mélanger avec du vin. Ils mettaient un échaudé, ils mettaient du vin par-dessus et ça leur faisait un réconfort. Alors ici on se trouve avec un four spécialement conçu pour les biscuits. Non, c'est un four de boulanger. C'est un four de boulanger ordinaire, un vieux four de boulanger. C'est une pâte à pain avec de l'anis. Et les échaudés ne sont pas sucrés et les petits janots ou les charlots sont sucrés. Alors maintenant, on peut le déguster comme ceci, en le mangeant avec du chocolat, soit à l'apéritif,
soit quand on va en randonnée ou autre, pour grignoter, ça coupe toujours la faim. On peut l'avoir toujours avec soi, c'est un biscuit qui ne bougera pas. Véronique l'évoquait, le Tarn fut durant de nombreuses années une terre de mines et de mineurs. Les premières traces d'exploitation remontent en effet au Moyen-Âge pour s'arrêter définitivement en 1997. Les mineurs descendaient moins profondément que dans le nord de la France et dans l'Est, vu que les puits descendaient aux alentours de 300-350 mètres. On est au fond, on se sent enfermé, on se sent oppressé. Ici, nous ne ressentons pas la chaleur alors qu'ils ressentaient énormément la chaleur. Il y a des conditions extrêmes d'exploitation. Vous ne voyez pas le jour de toute votre journée de travail. Donc, c'est quand même des conditions particulières. Et puis le bruit, les odeurs, donc la chaleur, la poussière de charbon également. Voilà, avec l'exploitation des machines, cela n'a rien arrangé, donc c'était vraiment des conditions très particulières. Cette mine de Cagnac-les-Mines est aujourd'hui ouverte au public par la volonté de 6 anciens mineurs qui, des années durant, se sont battus pour préserver ce patrimoine et en faire un musée. Ici, la salle des machines servait à faire descendre les mineurs au fond. Donc, elle était toujours attenante à un puits. Donc, un puits, c'est un cylindre vertical qui sert à faire descendre les cages au fond. Dans une mine, il y a forcément des gens qui travaillent en surface et des gens qui travaillent au fond. C'est un travail complémentaire. On parle souvent de mineurs de fond, mais il existait aussi des mineurs de jour. Et vous voyez qu'il y avait différentes manettes, qu'il y a différents repères visuels qui lui permettaient en fait de savoir à quelle profondeur se situait la cage. C'était un travail qui demandait beaucoup d'attention et beaucoup d'habileté. Retour en surface, retour sur l'une de ces collines qui font la variété des paysages du Tarn. C'est ici, à Sainte-Croix, que s'est installé Jean-Marc Ballaran pour y produire l'un des meilleurs gaillacs de toute l'appellation. On a retrouvé la typicité des cépages parce qu'on a une histoire viticole qui est riche et qui est ancienne, mais on avait un peu perdu cette histoire-là. La multiplicité des cépages, la multiplicité des terroirs et les approches de chaque vigneron qui sont sensiblement différentes, ça va produire une palette de vins qui va être très très large. On parle des 7 cépages et des 7 vins. Donc on produit à Gaillac des vins blancs secs, des vins blancs doux, des effervescents, des rouges, des rosés. Donc il y a aussi une variété de production qui est importante. Et c'est vrai que cette richesse est assez exceptionnelle en France, quoi. Il y a peu de vignobles qui aient cette richesse-là. Une diversité qui se mariera parfaitement avec la cuisine régionale. Une cuisine simple, mais sublimée parfois par de jeunes chefs comme Pierre Lapère de la table du sommelier. Un chef dont le maître mot est la qualité du produit avant tout. Moins connue peut-être que la tradition minière, mais bel et bien présente dans la région, la production de verre artisanal se découvre aujourd'hui encore dans les ateliers ou salles d'exposition du musée du verre de Carmaux. Four de fusion qui est derrière en forme d'œuf, lui il est à 1160 degrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et celui-là, il est à 1400 dans l'idéal. 1300, ça dépend ce qu'on va faire en fin de compte. Si on fait quelque chose de massif, on va plutôt préférer un four bien chaud. Si on fait quelque chose d'assez fin, un four à 1200 degrés c'est suffisant. Aujourd'hui implanté dans une ancienne industrie verrière, le musée se veut garant d'une histoire locale, mais aussi et surtout ouvert à l'art contemporain. La tradition verrière remonte au XVe siècle, avec la tradition notamment des gentilshommes verriers, donc qui étaient les seuls nobles. C'était le seul métier que les nobles pouvaient exercer sans déroger. La tradition du verre dans le Carmausin a commencé au XVIIIe siècle et le verre était un des dérivés de l'exploitation du charbon, puisque par sa combustion, il permettait d'alimenter les fours en verre. On est presque dans un musée d'art contemporain finalement. On est à la charnière entre l'actualité des métiers d'art, de la création de l'artisanat d'art et de l'utilisation du verre dans le monde de l'art, puisqu'on essaie ici de faire ce trait d'union entre l'artisan et l'artiste, l'artisanat d'art et l'art contemporain.
Dernière halte déjà de cet itinéris, dans celle qui fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, à savoir Albi. Reconnue pour un ensemble bâti remarquablement préservé, la cité épiscopale se structure autour de la cathédrale et du palais de la Berbie, véritable forteresse érigée au XIIIe siècle. C'est justement en poussant les portes de ce palais que l'on découvre les œuvres d'un des enfants du pays les plus célèbres, Toulouse-Lautrec, un homme et un peintre gourmands de tous les aspects de la vie, allant du vin à la bonne chère. La collection Toulouse-Lautrec du musée d'Albi, c'est la plus importante collection au monde consacrée à cet artiste. Si on doit parler en nombre, évidemment, on peut vous dire qu'il y a 1000 numéros d'inventaire, ce qui ne signifie pas nécessairement 1000 œuvres, parce qu'un petit carnet d'enfance, parce qu'une étude préparatoire ou un dessin d'académie, c'est un numéro d'inventaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment la plus importante collection. C'est une collection qui chronologiquement est complète, qui thématiquement est complète. Tous les sujets qui ont intéressé Lautrec sont représentés, et puis qui, techniquement parlant également, montre tous les supports ou tous les moyens d'expression qu'il a utilisés. Alors c'est la peinture, c'est l'huile sur carton, ce sont des pastels, c'est la lithographie bien évidemment, c'est un grand maître de la lithographie, et c'est l'affiche, et nous conservons les 31 affiches créées par Henri de Toulouse-Lautrec. Je crois que travailler sur l'œuvre d'un artiste aussi important, c'est sans cesse retrouver un élément supplémentaire. Probablement aussi que ce qui touche, je dirais, le spectateur aujourd'hui et l'historienne de l'art que je suis, c'est à la fois la force technique, la force plastique d'inventivité d'Henri de Toulouse-Lautrec, mais c'est aussi ce regard sur l'humain, cette analyse sans complaisance de ces modèles, mais en même temps cette lucidité et cette attache véritablement à la nature humaine que l'on ressent dans son œuvre. En 2012, après plus de 10 ans de travaux, le musée devrait voir sa mue entièrement terminée, avec de nouveaux espaces et de nouveaux parcours, mais aussi une meilleure mise en valeur du bâtiment qu'il abrite. Une occasion de plus, certainement, pour s'offrir une escapade dans le Tarn.